Me voici de retour pour un nouveau tour de porte tournante, toujours en train d'essayer de comprendre le phénomène. Entre le début de mon projet en 2018, quand j'ai rencontré Éric, et aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé au sujet du traitement de la criminalité reliée à la santé mentale. On dirait qu'on commence enfin à accepter que la condamnation répétée de personnes souffrant d'un trouble de santé mentale, ça donne rien. On réalise peut-être aussi que le traitement des dossiers de cette clientèle, très nombreuse, exige aussi énormément de temps et de ressources du système judiciaire. Du temps et des ressources que nos tribunaux, déjà surchargés, n'ont pas. On peut plus se mettre la tête dans le sable et le fruit est mûr pour que les acteurs du système judiciaire cherchent d'autres façons de composer avec cette réalité. On a vu dans l'épisode précédent que des escouades policières comme l'EMIP se formaient peu à peu pour intervenir auprès de cette clientèle. Je vous propose maintenant de regarder ce qui se passe du côté des palais de justice. Très tôt dans ma recherche, j'ai découvert l'existence des tribunaux spécialisés en santé mentale. Depuis une vingtaine d'années, ils fleurissent un peu partout en Amérique du Nord. L'émergence de ces tribunaux se fait sentir également ici, par la mise en place progressive, à la grandeur du Québec, du programme d'accompagnement en justice et en santé mentale, programme mieux connu sous l'acronyme PAGSM, P-A-J-S-M, ou même le PAGE pour les intimes. La juge Claire Desjean, qu'on a brièvement entendue dans un épisode précédent, fait partie des fondateurs du PAGSM de Sherbrooke. Bonjour. J'ai rendez-vous avec la juge Desjean. Oui, ça ne sera pas long, je vais vous annoncer. OK, merci beaucoup. Je suis allé la rencontrer au palais de justice. Son bureau spacieux est plutôt sobre, mais quand même chaleureux. Sur les murs, des photos de famille, des dessins d'enfants, une grande fenêtre. Une bibliothèque pleine de livres, quelques dossiers sur le grand bureau. On s'est assis au beau milieu de la pièce et je lui ai demandé pourquoi elle s'est impliquée dans la mise sur pied du PAGSM en 2018. La santé mentale a toujours été, pour moi, personnellement, une préoccupation. J'ai travaillé à l'aide juridique pendant une dizaine d'années. La clientèle était une clientèle qui était vulnérable. On a des exemples patents, ici comme dans tous les autres districts, d'individus qui ont des pages et des pages et des pages de dossiers criminels qui se sont accumulés, toujours le même type d'infractions. Des vols simples à l'étalage, des voies de fait mineurs, des entraves au travail des policiers. On peut voir ce profil-là. On sait que cette personne-là, elle ne s'est pas levée un matin en disant je vais aller voler, je vais intimider des policiers. On voit que si à la base le problème n'est pas réglé, que cette personne-là va revenir constamment dans nos bureaux, devant les tribunaux et possiblement vont aboutir en prison. Jadis, on croyait qu'en sanctionnant et en envoyant en prison, on stoppait la récidive ou la possibilité que la personne récidive. Mais quelqu'un qui souffre de santé mentale n'a pas cette capacité de faire des choix qui sont peut-être raisonnés ou qui sont dans le meilleur de leur intérêt. L'objectif principal du PAGSM, c'est précisément d'éviter que ces accusés reviennent devant le tribunal. Et une fois qu'ils sont passés au PAGSM, on espère ne plus jamais les revoir. Parce qu'au fond, ils embarrassent tout le monde à la cour, ces accusés-là. Personne n'en veut des portes tournantes. J'ai demandé à la juge Desjean de me résumer les grandes lignes du PAGSM. Justice et santé mentale, c'est un tribunal qui est parallèle, mais qui applique les mêmes règles de droit, mais qui traite les individus qui ont des problématiques de santé mentale d'une façon différente. On essaie de voir pourquoi cet individu-là revient constamment devant les tribunaux. On essaie de rattacher plusieurs services pour le stabiliser. On met l'individu au centre de sa responsabilisation. C'est la justice sur mesure. Au cours de ma recherche, je suis allé observer quelques fois les audiences du PAGSM. J'ai demandé à la juge Desjean si je pouvais vous inviter à assister à une audience. Elle a accepté. Enlevez votre casquette, jetez votre gomme à mâcher et taisez-vous. L'audience va commencer. Veuillez vous lever. L'audience de la Cour du Québec présidée par l'honorable juge Claire Desjean présente mon verre.
Bon matin tout le monde. Bon midi. En fait, bon après-midi. Bon après-midi. L'avant-midi a passé tellement vite que je suis restée collée là. C'est une bonne nouvelle. Donc, on pourrait y aller avec l'ordre du rôle, Mme la juge, puisque le premier dossier, c'est Majid Bar, puis elle est déjà là. Oui, et mon client est arrivé avec son intervenant. Les audiences du PAGSM ont lieu une fois par mois. Les accusés attendent leur tour au bout d'un grand corridor du palais de justice, dans une section fermée par de grandes vitres teintées. De cette salle d'attente, par un étroit couloir, on accède à la salle d'audience. Outre sa petite taille, cette salle d'audience offre le même style que toutes les autres salles d'audience. Une pièce sans fenêtre avec d'éternels néons. À gauche de la porte d'entrée, une dizaine de sièges s'offrent aux très rares spectateurs. Le lieu plonge les intervenants judiciaires dans une certaine proximité et offre autant d'intimité qu'une salle d'audience peut offrir. Pour cet épisode, j'ai retenu 3 causes de cette séance du PAGSM qui accueillait en tout une dizaine d'accusés. On commence avec le cas d'un homme dans la jeune trentaine, je dirais. Il porte sur la tête une longue cicatrice. J'apprendrai plus tard qu'il a subi un traumatisme crânien et qu'il y vit avec un trouble de personnalité limite. Il habite en institution depuis de nombreuses années. En fait, il est sous curatelle. Ça veut dire qu'il a été déclaré inapte par un tribunal. C'est-à-dire qu'il est incapable de prendre soin de lui-même et de s'occuper de ses affaires. Une personne du gouvernement, un curateur, a été nommé pour veiller sur lui. C'est cette personne qui le représente, signe pour lui des contrats et fait ses transactions bancaires, entre autres. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que plusieurs personnes comme lui, inaptes et sous curatelle, sont arrêtées, condamnées et emprisonnées au Québec. Toujours est-il que, ce jour-là, cet homme faisait son entrée au PAGSM. Écoutons un extrait de l'audience. Alors, bienvenue. Maintenant, quand on est à notre première visite, on vous a sûrement expliqué, Majid Bar vous a peut-être expliqué le fonctionnement du programme d'accompagnement en justice santé mentale. Oui, elle me l'a expliqué un peu. Je prends toujours quand même un certain temps là, pour m'assurer que vous comprenez. Il soit bien réexpliqué par après aussi. Là. Oui. Ça prend plusieurs fois avant que je comprenne. Parfait. Alors, évidemment, on perd pas de vue le fait que ce qui vous amène ici, ce sont d'abord la commission d'infraction criminelle. Donc, on parle de voie de fait à l'égard d'un monsieur Lignon. Et pour que vous soyez admissible dans ce programme, évidemment, vous reconnaissez que vous avez commis ces gestes-là, mais vous dites aussi, j'ai besoin de services, j'ai besoin d'aide, et le programme peut vous accompagner. C'est ça. C'est ça? Ouais. Alors, ça, c'est en résumé. Je dois avouer, c'est que des fois, par moment, je vois pas, mais j'en parle pas. Je le garde pour moi, je refoule, puis je parle pas de mes émotions beaucoup. Puis des fois, c'est par peur. C'est pas par peur des gens, mais par peur, mettons, qu'on rit de moi ou que, tu sais, peu importe. D'être jugé. C'est ça, c'est ça. Tout à fait. Ce que je trouve triste, par exemple, c'est que, c'est à partir que j'étais jeune, où j'ai eu des problèmes judiciaires, puis aujourd'hui encore, j'en ai. Il va falloir que j'identifie pourquoi je reste dans ce système-là, pour justement que je puisse en revenir peut-être un jour en société, puis aller bien, puis fonctionner. Alors, moi, je suggère également le 20 septembre. 22. Le 22, oui, c'est vrai, c'est le 20 octobre et le 22 septembre. Ça va à la même salle? Dans la même salle, à la même heure, le 22 septembre. Okay, et puis, on va faire le point sur ce que vous avez fait jusque-là. Au PAGSM, comme devant tous les tribunaux criminels, on retrouve un procureur de la couronne. C'est l'avocat ou l'avocate qui poursuit l'accusé au nom du public, en quelque sorte. Une semaine avant l'audience, je suis allé au palais de justice interviewer maître Geneviève Crépeau, qui travaille régulièrement comme procureur de la couronne au PAGSM de Sherbrooke. Bonjour. J'ai rendez-vous avec maître Crépeau. Mickaël. Descends les escaliers. Elle a servi la salle en bas, elle est déjà là. Ah, merveilleux. Fait amusant, le père et l'oncle de maître Crépeau ont tous deux fait carrière comme procureur de la couronne. Son grand-père était avocat aussi. Le droit, maître Crépeau, elle a ça dans le sang. Maître Crépeau? Ben, ça doit, j'ai vu l'équipement. Ah, c'est ça. Ça va bien? Ça va bien, vous-même? Ben oui, je vous cherchais, là. Ici. Je me souvenais pas si je vous avais donné le local. Fait que là, je crois que je Vous vais dites 1.16? C'est ici, mais je vais faire le tour parce qu'au jour d'aujourd'hui, moi. OK, parfait. Je viens. Elle m'a parlé des différences entre le PAGSM et la cour régulière. Première chose à savoir, la participation au PAGSM est volontaire. C'est-à-dire qu'aucun accusé ne peut être forcé d'y participer. De plus, pour être admis,
l'accusé doit reconnaître qu'il a commis les infractions qu'on lui reproche. En régulier, il y a beaucoup de personnes, c'est géré au volume souvent. Quand on est au page, je dirais qu'on est plus entre nous. C'est souvent le même juge, souvent le même procureur. Je dirais que c'est géré de façon beaucoup plus humaine. Puis je pense que les usagers apprécient ça parce qu'ils savent qu'ils sont reconnus, puis qu'on s'intéresse à eux puis à leur cheminement. Ça fait une grosse différence comparativement au rôle de la Cour du Québec régulière. Oui, on prend plus son temps au PagesM. J'ai même évalué que des dossiers qui seraient réglés en quelques secondes à peine au tribunal régulier prennent facilement de 15 à 30 minutes de temps de cours au PagesM. Donc, la suggestion d'intégrer le programme peut venir du policier qui a interagi avec l'accusé, peut venir de son avocat, peut venir du procureur de la poursuite qui, à la lecture du dossier, constate que visiblement il y a un besoin en santé mentale, peut suggérer à l'avocat de défense ou à l'accusé, s'il se représente seul, d'intégrer le programme. Mais il faut que la commission de l'infraction ait un lien avec un trouble de santé mentale. Un autre élément important. Ce ne sont pas toutes les accusations qui peuvent donner ouverture au PagesM. Par exemple, les infractions très graves comme le meurtre et celles qui ont causé un tort important à la victime en sont exclues. Le PagesM se distingue aussi par son côté informel. On ne s'enfarge pas dans les fleurs du tapis avec la procédure. Les intervenants parlent plutôt librement et on s'éloigne des rôles traditionnels qui existent en salle de cours. Bref, le travail se fait sous le signe de la collaboration. Quand je dis au monde que j'ai démissionné du barreau, on ne comprend pas souvent comment j'ai pu faire un move comme ça. À un tel point que j'ai développé des petites phrases toutes faites qui encapsulent mes motivations. Par exemple, je dis souvent que j'ai lâché le droit parce que je préfère la collaboration à la confrontation. Je me suis tout de même pris à penser « crime, ça a l'air le fun, le PagesM ». Je me demande même si j'aurais lâché la pratique du droit si un PagesM avait existé à l'époque où j'étais avocat. Une des particularités fondamentales du PagesM, c'est la présence, dans la salle d'audience, d'un employé du système de santé. C'est pas un avocat, c'est pas un témoin, mais il travaille étroitement avec les accusés. On l'appelle l'intervenant pivot. Il est le lien entre la santé et la justice. Au PagesM de Sherbrooke, l'intervenant pivot, c'est Étienne Tremblay-Langlois. Il est travailleur social. Je suis allé le rencontrer à l'hôpital, dans les locaux du programme du suivi intensif, où travaille le docteur Titley, le psychiatre de Éric. Étienne occupe un petit bureau sans fenêtre qu'il partage avec un collègue. Le bureau est pas mal dégarni. Étienne ne doit pas souvent être là. C'est un gars de terrain. Étienne m'explique que, en gros, sa job, c'est de faire en sorte que l'accusé ne revienne pas devant la cour. Première étape de son travail, comprendre la situation de l'accusé. Le client me donne une autorisation d'aller fouiller dans son dossier. Fait qu'au niveau médical, au niveau des services de première ligne, s'il y a déjà eu un épisode de service dans le passé, des interventions avec l'équipe EMIP, est-ce que ça a bien été, moins bien été, pourquoi? Et c'est là que, oui, moi, il faut que j'évalue s'ils sont aptes et volontaires au programme dans les critères d'admissibilité d'un point de vue clinique. Une fois qu'il sait plus à qui il a affaire, Étienne conçoit un plan d'action en collaboration avec l'accusé et met en place des services pour ce dernier. Le plan d'action, c'est un peu comme un contrat que l'accusé signe avec la Cour. Est-ce que ça va être finalement d'adhérer à un organisme qui fait de la gestion d'agressivité, d'adhérer finalement aux recommandations d'une équipe traitante, continuer d'aller voir son médecin psychiatre puis d'adhérer au traitement qui aide à stabiliser l'humeur, à éviter les symptômes psychotiques? Évidemment, ça se peut que la mise en place des services prenne un peu de temps. Dans l'intervalle, c'est Étienne qui est là pour aider l'accusé. Il garde un œil sur lui pour l'aider à avancer dans son plan d'action, à le garder motivé et à s'assurer que sa condition ne se détériore pas. J'ai un peu un mandat généraliste au niveau psychosocial, de dire, bon, bien, il y a tel organisme qui est dépannage alimentaire, dépannage au niveau résidentiel, ça peut t'aider. Puis après ça, toujours en lien avec les accusations, j'essaie de voir et les facteurs de protection puis les facteurs de risque. Comment est-ce que la personne peut peut-être aller vers un organisme, un centre de jour, voir comment ça se passe avec son suivi, avec son psychiatre, la médication. Puis là, le dossier de l'accusé suit son cours, comme ça. Et presque chaque mois, l'accusé passe devant le juge au PagesM. Étienne explique alors au tribunal les progrès ou les difficultés que l'accusé rencontre.
Il faut comprendre que si l'accusé ne respecte pas son plan d'action, il peut se trouver en situation d'échec au PAGSM. Et là, on peut le renvoyer au tribunal régulier pour qu'il se fasse juger comme tous les autres criminels. Là, j'ouvre une petite parenthèse parce que figurez-vous donc que j'ai finalement retrouvé la trace de Éric. En étant au palais de justice pour assister à l'audience du PAGSM, j'en ai profité pour faire une petite recherche au plumitif. Les dossiers de la Cour confirment ce que m'a dit Suzanne. Éric s'est effectivement fait arrêter pour un vol en décembre 2020, mais les policiers l'ont relâché immédiatement. En février 2021, il s'est fait arrêter de nouveau, cette fois pour une série d'introductions par effraction. Il s'est fait prendre à défoncer des portes de commerce. Il y avait des caméras de sécurité et on peut très facilement l'identifier. Il a volé des petits montants entre 40 et 100 $. Il est détenu depuis son arrestation. J'ai même réussi à obtenir un enregistrement d'une audience qui a lieu en juin 2021 devant le juge Serge Champoux de la Cour du Québec. On n'est pas au PAGSM, là. On est à la Cour régulière. Mais c'est Maître Crépeau, par hasard, la procureure au dossier, et c'est Maître Samuel Bouchard, de l'aide juridique, qui représente Éric. On écoute ça. C'est Mme Maïra. Est-ce que vous voyez bien la salle d'audience? Non, j'ai pas mes lunettes. Oh, bon. Ils sont où, vos lunettes? J'ai l'optométriste. OK, donc vous n'en avez pas de lunettes? Non. Donc vous voyez pas bien ce qui se passe dans la salle d'audience? Oui. Bon, OK. Donc je vous demande si vous voyez votre avocat, j'imagine la réponse c'est non? Non. Bon. Mais vous entendez bien? Oh, j'entends bien. Okay. Vous êtes conscient, aujourd'hui, on fait votre enquête sur remise en liberté? L'enquête sur remise en liberté, qu'on appelle souvent l'enquête caution, est une audience au cours de laquelle le juge décide qu'est-ce qu'on fait avec l'accusé pendant les procédures. On le libère sous condition ou on le garde détenu. Avec ses antécédents judiciaires, Éric est rarement remis en liberté. Pour le moment, il essaie de convaincre le juge de lui permettre d'aller en thérapie plutôt qu'en détention. Est-ce que vous avez parlé avec une Mme Claudia Noël? Thérapie, ça? Oui. Oui. Elle m'a dit qu'elle m'accepterait si je serais remis en liberté, parce que j'ai des problèmes de consommation de drogue, puis il faut que ça affecte ma compréhension. Là. Fait que je vois que j'ai besoin d'une thérapie. Là. Parce que je peux pas rester ici à rien faire dans la prison, à rien faire. Là, puis, et votre consommation de cocaïne, ça peut ressembler à quoi? Ben, tant que j'en consomme, tant que j'en ai. Là. Ça va, j'aurais pas d'autres questions, monsieur. Maître Crépeau fait valoir que Éric a tenté plusieurs thérapies déjà et qu'il les a toutes échouées. S'ensuit l'échange suivant. Quand vous dites que vous allez vous impliquer, là, est-ce que vous savez ce que ça implique, la thérapie? Ça m'implique de me lever le matin, de faire mes tâches, de collaborer avec les intervenants, puis etc. En fait, vous avez indiqué là, que vous êtes tanné, là, que vous voulez de l'aide. Il y a déjà de l'aide. Est-ce qu'il y a déjà de l'aide qui vous avez été offert pour traiter ce problème de consommation-là? Oui, mais ça, c'est depuis des années. Là. Moi, ce que j'ai besoin, c'est d'une thérapie. Là. C'est pas compliqué à comprendre. Là. OK. Puis là, vous dites, ben là, où je suis en ce moment, là, vous dites, là, il n'y en a pas de thérapie ici, là. Vous parlez. C'est ça, non, il n'y en a pas d'aide ici, là, Colin. Ce que j'ai besoin, c'est une thérapie. Mettez-vous ça dans la tête, là. Est-ce que vous... Il n'y a pas de thérapie. Rien ici, là. Arrêtez de tirer ça en envers. J'ai besoin d'une thérapie, oui ou non, bon. Bon. Est-ce que vous vous souvenez avoir dit à la juge, moi, je vais gagner du temps, je veux pas aller aux peines? C'est pas une place pour moi, c'est pour ça. Mais est-ce que vous vous souvenez d'avoir dit ça, monsieur?
Tu es au pénitencier, je veux pas aller au pénitencier, Colin, là. Mais t'es ça dans la tête, t'as arrêté de jouer dans la tête, Colin. J'ai pas d'autres questions. Je dois avouer que je suis troublé par la colère et l'impatience de Éric. C'est un autre visage de sa personnalité que je découvre là. Alors, dans la décision que j'ai à rendre, je dois décider de l'opportunité de le remettre en liberté. Je rappelle que le principe est la remise en liberté, l'exception est la détention. La poursuite supporte le fardeau de prouver la nécessité de la mesure de détention. Il y a ici des circonstances qui sont loin d'être sympathiques pour l'accusé, c'est-à-dire un nombre assez astronomique d'antécédents en semblable matière, premièrement. Deuxièmement, il y a aussi de nombreux antécédents en matière de bris de condition, bris d'ordonnance, qui font penser que sa fiabilité n'est pas parfaite, pour employer un euphémisme. Ceci étant dit, la Cour suprême, dans les dernières années, est revenue à plusieurs reprises sur les principes de remise en liberté, en faisant valoir, par exemple, que certaines catégories de personnes se trouvaient en quelque sorte dans des portes tournantes où elles sortent et retournent en prison presque systématiquement et où il faut peut-être envisager d'autres possibilités. On parle expressément dans ces décisions-là de la possibilité d'envoyer quelqu'un en thérapie. Ici, on a quand même quelqu'un qui est détenu depuis 4 mois, ce qui est significatif, qui n'était pas en thérapie, qui demande sa remise en liberté pour la première fois dans ces dossiers-là. On a quelqu'un qui est aussi dans une situation évidente de toxicomanie, avec une problématique qui semble liée presque directement à toute sa criminalité, en ce sens que sans le règlement de la toxicomanie, il est évident que l'accusé va retourner en prison ou va commettre des nouveaux crimes de façon incessante. C'est ce qu'il a fait depuis de nombreuses années. Et sans le règlement de cette problématique-là, on n'aura aucune solution qui le concerne. Est-ce que ce sera un succès, la thérapie? Est-ce qu'il est réellement motivé? Les arguments que le ministère public fait valoir sont parfaitement valides, sont raisonnables, sont compréhensibles à la lumière du casier judiciaire de l'accusé. Est-ce que les enseignements récents de la Cour suprême devraient être soigneusement écoutés pour envisager la possibilité de le remettre en liberté? Je crois que oui. En ce sens que, notamment, la protection de la société passe par la désintoxication de l'accusé. Il est dans une pente extrêmement dangereuse de maladie mentale et de toxicomanie et probablement bientôt de maladie physique. Il parle de son diabète, mais on ne peut pas douter qu'avec la consommation qu'il allègue, avec la vie qu'il a eue dans le passé, avec les nombreux séjours en prison, avec une consommation débridée de drogue dure, on peut certainement s'imaginer que sa santé doit être assez défaillante. Et si on était capable d'envisager une remise en liberté par des conditions de désintoxication dans une cure fermée, ce serait assurément une solution valable. Alors, je vais donc accorder la remise en liberté de l'accusé sur signature d'une ordonnance aux conditions suivantes. Il va devoir garder la paix, avoir une bonne conduite, être présent à la cour lorsque requis, accepter d'être remis entre les mains d'un représentant autorisé de l'établissement Centre L'Envolée, résider à cet établissement 24 heures sur 24, respecter les règlements de l'établissement, vous constituer prisonnier au poste de police le plus près dès votre expulsion ou votre décision de mettre fin prématurément à votre thérapie. Comprenez ces conditions-là, monsieur? Oui, monsieur le juge. Les accepter? Oui. Alors, les documents vont vous parvenir au centre de détention tantôt. Vous allez devoir les signer et la maison de thérapie va venir vous chercher là, j'imagine. Oui, c'est ce qui devrait être prévu. Est-ce que c'est un bon moment pour prendre la pause? Bon, mais ça a l'air que Éric entreprend une nouvelle thérapie. Comme Maître Crépeau, je suis un peu sceptique, mais essayer ne peut pas nuire. Suzanne m'a déjà dit que c'est une des stratégies de Éric. Il va en thérapie plutôt qu'en détention, et dès qu'il a des droits de sortie, il en profite pour fuguer et ne revient pas au centre de thérapie. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Depuis le début de l'épisode, je me demande d'ailleurs, est-ce que le PAGESM, ce serait une bonne affaire pour Éric? Est-ce qu'on lui a proposé? Aurait-il été admissible, volontaire, capable? Bonjour et bienvenue au bureau d'aide juridique de Sherbrooke, section criminelle et jeunesse. J'ai décidé de poser la question à Maître Bouchard, l'avocat de Éric. D'autant plus que, comme avocat de l'aide juridique, il connaît bien le PAGESM.
Bonjour, M. Miquel. Je vous ai appelé parce que j'avais quelques petites questions. Je suis en train de faire mon montage. Et puis, comme je vous l'avais probablement dit lors de l'enregistrement, je suis le dossier d'une personne qui vit des porte tournantes depuis des années. Là. Je voulais savoir, vous, une personne qui a son profil comme lui, est-ce qu'il y a des chances de se retrouver au PagesSem? Oui, c'est une excellente question. Puis, effectivement, je suis allé faire des recherches pour voir un peu qu'est-ce qui expliquait le fait que cet individu-là, ou en fait n'importe quel autre individu dans la même situation, pouvait ne pas avoir pu bénéficier du PagesSem. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le PagesSem, c'est un processus qui est sur du long terme. On parle de plusieurs mois, même quelques années. Donc, une personne qui a plusieurs mandats d'arrestation et qui revient devant un juge détenu, que cette personne-là n'est pas fiable et que pour assurer sa présence à la cour, on doit la garder détenue. Ça devient difficile, voire même impossible de faire le PagesSem. Ça vient un peu contrecarrer finalement les possibilités parce que le PagesSem, c'est de mettre une structure en place, c'est de mettre des intervenants autour d'une personne, des ressources, des choses comme ça. Donc, quand la personne est détenue, ben c'est un peu un coup d'épée dans l'eau de tenter de mettre des ressources autour de quelqu'un qui est détenu. Ça va faire un obstacle nécessairement au programme d'accompagnement de justice santé mentale. OK, ça a le mérite d'être clair. Donc, on n'a probablement juste pas proposé le PagesSem à Éric. C'est sur cette note que se termine la première partie de cet épisode sur le programme d'accompagnement Justice Santé mentale. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce tribunal spécialisé en santé mentale. Donc, ne manquez pas la deuxième partie dans l'épisode suivant. Merci d'avoir été là. Cette série est réalisée et produite par Philippe Miquel. Conseil dramaturgique, Mathilde Béninus. Conception sonore, Marie-Pierre Grenier. Montage dialogue, Thomas Noël. Mixage sonore, Nata Huot. Musique originale, Jean-Olivier Bégin. Ce projet est rendu possible grâce au soutien financier du Conseil des arts du Canada et du Greenberger Center for Social and Criminal Justice. Je tiens à remercier du fond du cœur toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à ce projet. Pour des remerciements détaillés et pour approfondir chacun des épisodes, je vous invite à consulter portetournante.com. Porte Tournante est une production de Les Vues de l'Esprit.